Bonjour, Monsieur Pierre Réac. Je tiens à vous remercier d'avoir eu l'amabilité d'accepter cette interview au sujet de Monsieur Jean Fassina. Je suis également très honorée que vous ayez accepté de faire partie du comité d'honneur de l'école Jean Fassina. Vous avez donc bien connu Monsieur Fassina. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque l'on parle de lui? Écoutez, d'abord, à mon tour de vous remercier parce que vraiment c'est un honneur et c'est une grande émotion d'évoquer ce grand personnage qui a beaucoup marqué ma vie, mes études de musicien, et pas seulement de musicien, mais aussi sur le plan humain. Il m'a beaucoup appris, j'aurai l'occasion d'en parler. Et je crois que si j'avais un mot c'est difficile, mais pour évoquer Jean, je dirais le mot de générosité. Parce que pour moi, la générosité fait partie d'une des valeurs les plus importantes que doit avoir un artiste, un musicien, puisque la musique est quelque chose qui se transmet avant tout. Je ne fais pour ma part aucune distinction entre un interprète exécutant et un pédagogue. Je ne peux pas imaginer l'un sans l'autre. Et je crois que Jean avait justement cette bonté, cette générosité, évidemment avec son talent exceptionnel. Mais beaucoup d'artistes ont un grand talent, mais peut-être pas autant ont un tel sens de l'autre, de pouvoir, en se donnant beaucoup de mal, même faire comprendre, faire ressentir pas ce qu'il sent lui, parce qu'il n'est pas question d'imiter. Chacun, justement, peut ressentir différemment. Mais peut-être faire partager son enthousiasme. Et je crois qu'il faut être quelqu'un de très bon, de très ouvert, de très généreux pour pouvoir transmettre ses valeurs. Alors, pour répondre à cette très belle question, je dirais, Jean donnait tout. Il donnait tout, pour lui, le temps n'existait pas. C'était pas, vous savez, vous avez des professeurs qui formatent les classes heure par heure, un élève s'en va, l'autre arrive. Quand on allait chez Jean, le temps était oublié, on savait qu'il allait se passer, peut-être pas tout de suite d'ailleurs, il fallait que les choses s'installent, qu'on joue, qu'on parle, mais il avait un sens de transmettre la beauté de la musique, finalement. Voilà ce que je peux répondre à cette question. Merci. Dans quelles circonstances avez-vous connu M. Fassina? Oui, alors, vous savez, pour moi, enfin, ça s'est passé comme ça, la vie a toujours été des rencontres extraordinaires. Je crois que de plus en plus qu'on ne peut pas prévoir les rencontres. Il y a de la chance, évidemment. Évidemment, il faut aller vers les rencontres, c'est-à-dire sortir de chez soi, dès qu'il y a un grand artiste, aller l'écouter. Et tout en étant étudiant au Conservatoire national supérieur de Paris, et plus tard aussi à Londres, j'avais toujours la curiosité de rencontrer des artistes que j'aimais, ou des pédagogues que j'avais entendus faire des masterclass qui m'avaient impressionné. Et j'ai eu le plaisir de jouer pour une pianiste qui était très connue, qui est toujours très célèbre, bien que ça fait déjà assez longtemps qu'elle est disparue. C'était Magda Tagliaferro, qui donnait un cours d'interprétation, je me rappelle, à la salle Cortot de l'école normale, et je jouais le Carnaval de Schumann. J'étais vraiment très jeune, et j'avais osé lui jouer le Carnaval de Schumann, qui est une des grandes œuvres du répertoire, comme vous le savez, et ça s'était très bien passé. Je sais que Magda Tagliaferro elle m'avait d'abord donné de très beaux conseils, mais alors qui je vois arriver après, tout simplement pour me dire qu'ils avaient beaucoup aimé, ce qui m'avait empli de joie, l'interprétation que j'avais donnée, c'était deux amis de Magda Tagliaferro qui étaient Marianne Ribitsky et justement Jean Fassina, et qui se sont approchés de moi en disant « Écoutez, voilà, vous avez très bien réagi à cette masterclass, on a été ravis de vous entendre. » Et je suis resté, après cette masterclass donc donnée par Magda Tagliaferro, en contact avec Marianne Ribitsky, que j'admire énormément, également pour son art de musicien, de professeur. C'est pour moi un très grand pédagogue. Je sais qu'il a une classe très réputée, encore maintenant, donc à l'école normale. Et j'ai commencé, comme je vous le disais, j'étais très curieux de un peu voir, bien que j'avais d'autres excellents professeurs. Mais j'ai commencé à travailler avec Marianne.
Et je me rappelle très bien qu'il m'a donné des conseils vraiment magnifiques sur notamment mon premier disque qui était la sonate de Alcan, qui est un compositeur romantique français qui avait été un ami de Chopin. Et j'ai eu l'occasion, quand je commençais à jouer, mais tout en étant encore au conservatoire, j'ai eu l'occasion d'aller lui jouer pas mal d'œuvres. Et Marianne me donnait des leçons merveilleuses et tout simplement, d'une manière tout à fait naturelle, un jour, Jean était là et a écouté aussi. Et toujours avec ce sens de cette curiosité qui fait partie de ma personnalité et aussi cette joie de rencontrer toutes sortes de gens et de confronter. Je trouve qu'il ne faut pas rester dans des sentiers toujours les mêmes. Il faut s'ouvrir, il faut voir que tout est possible dans la musique finalement. J'ai dit à Marianne, vous savez, cette personne-là qui est là-bas, j'aimerais aussi travailler avec lui. Et Marianne, avec lui aussi, il est merveilleux sur ce plan de compréhension des jeunes, m'a dit, mais Pierre, il n'y a aucun problème, voilà, je vais dire à Jean que vous voulez le voir, et je me retrouvais non pas à côté de Marianne au piano, mais cette fois-ci à côté de Jean. Et je ne peux pas d'ailleurs dire que ce sont deux pédagogues identiques, pas du tout. Chacun a sa très grande personnalité. Mais je dois quand même à Marianne d'avoir connu Jean, à Marianne Rybitsky, d'avoir connu Jean Fassina. Et après, on est restés très amis. Il n'y avait pas l'ombre d'une rivalité, évidemment, entre les deux. C'était une sorte, je dirais même, de complicité sur le plan musical, artistique. Je me rappelle de dîner à trois et aussi avec mon épouse à l'époque. On parlait de musique, on a passé des moments merveilleux. Mais je réponds donc à votre question. C'est grâce à Marianne Rybitsky que j'ai pu rencontrer Jean Fassina. Et je reste très reconnaissant à Marianne de cela, parce que comme je vous le disais, Jean m'a beaucoup marqué en tant que musicien et artiste. Y a-t-il eu les différences qui vous ont marqué dans l'enseignement de M. Fassina? Oui, des différences. Je n'aime pas tellement ce mot différence. Je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, je crois que tout peut être possible, à condition, il y a des conditions. Et évidemment, à partir d'un certain niveau, ces conditions, on n'a même pas besoin de les dire. C'est le respect du texte avant tout, c'est le style d'un compositeur. Je crois qu'on peut toujours actualiser une interprétation. Il est certain qu'aujourd'hui, un jeune ne joue pas comme des gens comme Rubinstein ou Horowitz. J'ai eu le grand privilège dans ma vie de rencontrer Rubinstein quand j'ai eu une médaille à son concours, et j'ai eu ses conseils régulièrement à Paris. Et c'est aussi une des grandes joies de ma vie. Mais avec Rubinstein, ce n'était pas, je peux dire, des vraies leçons. C'était plutôt des conseils, parce que c'était quand même beaucoup moins souvent. Mais enfin, je me suis rendu compte souvent que tout se rejoint. C'est-à-dire que certains pédagogues peuvent avoir des approches différentes, mais c'est toujours un peu comme une pyramide pour tendre dans une direction, vers quelque chose de beau, tout simplement. Et la beauté, c'est évidemment le style du compositeur, c'est comme un message merveilleux, une lumière à laquelle on peut accéder. Alors, est-ce que Jean s'y prenait différemment, puisque vous m'avez demandé cela? Je vais vous répondre ce que je dis moi, mais ça n'engage que moi. Je crois que Jean était très exigeant. Et encore aujourd'hui, je me rends compte, en plus de cette générosité dont je parlais au début de notre entretien, je me rappelle cette exigence qu'il avait peut-être beaucoup plus que d'autres professeurs ou grands maîtres que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et on parlera plus tard, tout à l'heure, peut-être de son exigence aussi de mettre un doigté sous chaque note. Mais l'exigence, c'était une exigence d'écoute. D'ailleurs, il y a une chose qui m'interpellait beaucoup, c'est que il ne se mettait pas lui-même vraiment au piano. Il avait un art pianistique extraordinaire, il avait les plus belles mains que j'ai vues dans ma vie. Les mains de Jean étaient vraiment les mains elle m'impressionnait parce que quand il posait sa main sur le piano, on avait l'impression que la main était faite pour le clavier. Et il avait j'étais toujours très impressionné par ses mains. Et aussi, il parlait merveilleusement. Il trouvait le mot juste.
C'était un homme d'une grande culture aussi, pas seulement musicale, mais je crois littéraire. Il avait lui-même beaucoup travaillé, bien sûr. Il connaissait aussi, d'une manière humaine, tout ce qui rend ce métier si difficile, c'est-à-dire les problèmes de ce qu'on appelle le trac, mais aussi l'angoisse de ne pas être prêt. Il parlait, et il en parle aussi dans ce merveilleux livre qui s'appelle « Lettre à un jeune pianiste », que personnellement j'ai adoré. Je l'avais seulement trouvé un peu court, parce qu'on aurait eu envie qu'il puisse, peut-être qu'il devait faire un livre pas trop long, mais il était si riche comme pédagogue qu'il aurait pu certainement, enfin pour nous, ses élèves, il développait d'une manière extraordinaire tout ce qu'il disait dans ce livre. Il parlait aussi beaucoup de l'art de mettre la pédale. Mais je crois que, alors la différence, oui, c'est, il écoutait beaucoup. Et pour lui, la sonorité, c'était primordial. C'était quelqu'un qui était loin de toutes ces choses qu'on entend souvent dans les conservatoires, de cette perfection mécanique et aussi ce besoin de faire les choses rapidement et très vite. Il pouvait rester très longtemps sur... Je me rappelle par exemple le 4e concerto de Beethoven, je l'ai beaucoup travaillé avec lui, c'était avant un concert, et on avait peut-être passé 2 heures sur cette première ligne qui est si difficile, parce qu'il préparait tout. Il préparait tout. Il ne laissait rien au hasard. C'est-à-dire, il analysait au début, d'une manière à la fois intellectuelle mais aussi auditive, ce que signifiait une phrase, et après, il fallait, d'après l'idée qu'il avait, d'après la direction qu'il s'était donnée et qu'il nous avait transmise, comme étant sans doute la bonne direction, il fallait trouver ce phrasé. Alors il y a une chose qui m'impressionnait beaucoup, et qui le différenciait aussi de certains très grands professeurs, c'est qu'il attachait à mon avis, enfin je vous dis ce que j'en ai ressenti moi en tant qu'élève, ayant travaillé avec lui, il parlait toujours de la préhension de la main, il faisait souvent ça, enfin à moi, il m'a souvent montré ça, et il disait que tout était dans le contact entre, et je crois que c'est cet enseignement qui était le sien, le contact entre le doigt, il me disait toujours, Pierre, les doigts. Mais, plus tard, j'ai bien compris qu'il y avait eu une sorte je pourrais dire, de malentendu, un peu bête d'ailleurs, d'une soi-disant école française, qui pourtant avait eu les plus grands pianistes, Yves Nat, Pierre Sancan, Yvonne Lefébure, qui a été mon premier grand professeur, à qui je garde une très grande vénération, mais je ne vais pas les nommer tous. Marguerite Long, quand on entend les disques de musique de chambre de Marguerite Long, on dit toujours, Marguerite Long, c'était le jeu perlé. Il y a eu un malentendu parce qu'on pensait que l'école française ne tenait compte que de ce côté tactile des doigts, et contrairement à d'autres écoles, elle n'aurait pas utilisé la souplesse jusque dans le dos du corps. Et ça, c'était pour moi un malentendu, et Jean me l'a fait très bien comprendre, parce qu'il disait que, évidemment, le corps accompagne, il participe, mais ce sont les doigts qui jouent. Et sur ce plan, il m'a beaucoup montré, c'est-à-dire, je me rappelle d'ailleurs sa main, il avait une manière d'appréhender la touche avec le doigt, évidemment avec après une relaxation totale dans l'avant-bras et dans le bras, mais c'était quand même le doigt qui façonnait, qui formait, un peu comme la touche, le doigt sur la corde, je veux dire, d'un violon, avec le vibrato, il sentait un peu la sonorité comme si le doigt écoutait. Je me rappelle, il a dit ça plusieurs fois. Et ça, c'est une chose dans son enseignement qui me paraissait à la fois très originale, et c'était une recherche, parce que j'ai compris beaucoup de choses dans ma propre manière de jouer, après que le contact avec le clavier est tactile, et qu'il s'agit de faire en quelque sorte résonner
cette sonorité qu'on trouve, qu'on essaye de sentir au bout du doigt et de la faire résonner après dans le corps tout entier, jusque même dans l'âme, parce qu'après, évidemment, il y a une écoute, il y a le cerveau qui apprécie, qui est heureux ou malheureux, parce que quelquefois on joue, on est content, quelquefois... Il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer. On peut pas tout mettre comme un ordinateur en disant... Il y a des moments où ça vient et des moments où ça ne vient pas, mais je pense que Jean... par cette écoute, par cette analyse de ce qui se passe quand on joue, il arrivait à mettre ensemble les bonnes conditions pour que tout aille pour le mieux. Alors, il m'a appris beaucoup de choses pour justement, toujours j'essaye de suivre votre question, en quoi il était différent. Je crois que j'ai commencé à travailler différemment après, en commençant à travailler avec lui. Je veux dire que quand je sortais de chez lui, j'avais envie de faire d'autres choses, c'est-à-dire d'aborder les choses d'une autre manière que ce que j'avais appris, d'une manière très efficace, certainement, au conservatoire. C'est là où il était très marquant, à mon avis, c'est qu'il ne cherchait pas à être différent. D'ailleurs, s'il voulait être différent, il ne l'aurait pas été. Il était différent parce que justement, il ne cherchait rien. On était devant quelque chose qui se passait, qui était nouveau, et qui surtout donnait à réfléchir et à appréhender les choses d'une autre manière. Pour moi, M. Fassina était un des rares maîtres qui était capable d'expliquer de façon limpide le mouvement nécessaire pour créer une expression du son. Quelles ont été vos impressions à ce sujet? Oui, je crois qu'il savait expliquer. Je vous disais, oui, il avait le mot juste. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que vous avez raison. Je partage tout à fait ce que vous dites, pour moi aussi. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas besoin de se mettre au piano. D'ailleurs, il jugeait peut-être que s'il avait joué, un élève, les élèves que nous étions auraient peut-être cherché à l'imiter. Et il était quelqu'un de très humble devant la musique. Jamais il disait « Ah, celui-là, c'est l'interprète ». Aujourd'hui, on est dans une époque où tout est catalogué. On vous parle d'une œuvre et dit « Écoutez-le par un tel », comme s'il y avait des références. C'est nul, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt, surtout. On vous monte en épingle les gens, d'ailleurs, pour les détruire 3 ans après, ça c'est encore autre chose. Je déteste tout ce qui est journalistique avec ces effets de sensation. D'ailleurs, il détestait ça aussi. Il n'aimait pas les modes, il était humble. Il savait qu'on pouvait découvrir quelque chose d'inattendu, d'imprévisible, sans s'en rendre compte. Et il ne cherchait pas à montrer quoi que ce soit. Mais il ne se mettait pas au piano. Il avait une sorte de charisme, de présence un peu magique. Mais il expliquait quand même avec des mots. Je suppose d'ailleurs que ces mots n'étaient pas forcément les mêmes pour tout le monde. Parce qu'il y avait une sorte de connotation de transparence. Je veux dire, il réagissait par rapport à ce qu'il entendait. Mais justement, je vais vous dire quelque chose, il ne m'a jamais gêné. Je ne parle pas là de faire des compliments ou de faire des critiques. Je veux dire, je travaillais avec lui parce qu'il ne me gênait pas. Et j'ai d'autres grands professeurs que j'admirais beaucoup, mais qui m'ont gêné. C'est-à-dire qui m'ont fait même un peu souffrir, je veux dire, d'une manière... On est dans une époque aujourd'hui avec la pandémie où il se passe des choses terribles. Alors je me dis chaque matin en me réveillant, mais quelle chance on a de se mettre devant un piano et de parler de choses qui sont des tout petits grains de sable à côté de ce qui se passe dans le monde. Alors quand je dis souffrir, c'est rien. Mais c'est vrai que en tant que musicien, quand on cherche, en plus c'est son métier, il faut en vivre, donc il y a quand même des échéances, des urgences, c'est tout pour soi, d'essayer de jouer le mieux possible. Et j'avais certains professeurs qui me dérangeaient, qui me disaient « Ah bon, oui, alors il a raison ou elle a raison », et je changeais. Lui, il ne m'a pas fait changer, il m'a fait m'ouvrir, c'est différent. Il m'a fait découvrir d'autres horizons, mais qui étaient dans ce que j'avais envie de faire. Et je me rappelle, j'ai eu le grand honneur de l'inviter dans ce festival que je continue à diriger dans les Pyrénées. Et il est venu les 2 premières années pour enseigner.
Et il a eu un succès énorme. Toutes ses masterclass ont eu un très très grand succès. Et il était très gentil parce que nous donnions, nous, des concerts. J'avais insisté pour qu'il joue, il ne voulait pas. Bon, il n'y avait rien à faire. Il y a un moment donné où vous ne pouvez plus insister. Parce qu'il dit... Mais il était plus qu'un interprète. Il était une sorte d'âme, d'éminence grise. Enfin, on savait qu'il était là, il rayonnait auprès de tout le monde. Et il avait une manière très très bonne et encourageante de dire, là, je me rappelle un jour, il m'a dit, mon cher Pierre, là, vous avez excellé. J'ai dit, Jean, vous pouvez pas dire un mot comme ça. Si, j'étais tellement heureux. Et je savais qu'il était non seulement heureux que son enseignement avait porté ses fruits, mais il était content que moi, je fus heureux de m'être senti bien et d'avoir eu du succès. Il vivait aussi à travers ses élèves. C'est en cela qu'il était quand même très, très différent de beaucoup d'autres. Donc ce travail méticuleux, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez passé 12 heures sur le début de votre concerto, presque artisanal, j'imagine, oui. Aussi. Ce travail, qu'est-ce que cela vous a révélé sur votre identité en tant qu'artiste, en tant que musicien ? Je vais vous dire, j'ai toujours été... Yvonne Lefébure, qui avait été mon premier grand professeur, et après Maria Curcio, m'ont beaucoup appris dans l'exigence. J'ai eu la chance d'être bien élevé, entre guillemets, d'être bien éduqué. Il y a aujourd'hui des professeurs, je le dis sans aucune arrogance, mais j'entends quelquefois des choses qui me font sursauter. Et surtout, je dirais, il y a un relâchement. Je ne parle pas de ce qu'on entend. Vous entendez Yuja Wang, ou vous entendez des Andras Schiff. Enfin, il y a un certain nombre de très grands artistes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qu'on doit... Moi, personnellement, je les aime beaucoup, mais peu importe. Mais je veux dire, on est obligé de reconnaître qu'il y a une perfection, il y a un respect. Parce que le mot respect, pour moi, est un mot important. Du texte, du style, et aussi de ce que c'est que de jouer, de se confronter à des très grandes œuvres. Je suis par exemple moi-même en train de préparer, je vais commencer l'enregistrement dans quelques semaines des 32 sonates de Beethoven. Et j'avais dit à Jean, à l'époque, que c'était le projet de ma vie, et il m'avait beaucoup encouragé, mais à l'époque c'était pas du tout comme... Je dois dire, c'est triste à dire, mais pendant le confinement, j'ai travaillé plus qu'avant. Peut-être que c'est une chance une chance. Mais enfin, disons que le confinement, j'ai réussi à profiter de ce moment difficile où j'aurais pu aller, comme beaucoup, hélas, vers une dépression. Je me suis dit non, il faut travailler. J'avais plus de concerts, tout était annulé. Je travaillais 3-4 fois plus que d'habitude. Et ça, j'ai eu la chance de l'avoir parce que j'ai eu donc des professeurs qui m'ont éduqué dans cette discipline. Alors sur ce plan-là, Jean, il était très discipliné, il était très exigeant, mais ça, je l'avais déjà. Je crois que là où il m'a... Vous parlez donc de cette phrase du concerto de Beethoven, mais il y a aussi d'autres choses. Je me rappelle par exemple le concerto de Grieg, j'avais travaillé avec lui, ou la 3e sonate de Chopin. Il avait... Ce qu'il a apporté de plus, c'est qu'il me permettait d'écouter davantage. C'est-à-dire, il avait une manière de dire que les choses ne sont jamais terminées. Et c'est vrai d'ailleurs, quand on y réfléchit, il ne peut pas y avoir une interprétation définitive. Alors, avant, je commençais à faire des disques, et maintenant j'écoute jamais mes disques, ça m'intéresse pas du tout. Et je trouve d'ailleurs le disque un objet pas intéressant, parce que c'est une photo d'un moment de ce que vous faisiez à une époque, mais c'est fini. Or, rien ne doit être fini. Alors, Jean, qu'est-ce qu'il m'a apporté? Même une phrase de Beethoven qu'après 2 heures, j'avais l'impression de la faire mieux, il m'a permis de me dire, je vais continuer à toujours écouter encore davantage, parce qu'il y a des secrets invisibles et non pas encore découverts dans ces messages de la musique. Je crois d'ailleurs que il y a des sentiments humains qui font partie de la nature humaine,
que ce soit même dans la période ancienne, même préhistorique, ou même pour les gens plus modernes, avec tout cet orgueil de la science, des technologies. Maintenant, les gens, c'est fou ce qui se passe sur le plan scientifique, mais on a quand même la peur de la mort, la tristesse, l'angoisse ou la non-compréhension des choses. Et je crois que ces valeurs sont, quel que soit le langage utilisé, elles sont dans la musique. Et il n'y a pas de frontières dans la musique, puisque vous avez aujourd'hui des artistes d'Asie qui jouent mieux que des artistes occidentaux. Il y a aussi des artistes occidentaux qui jouent très bien. Mais je veux dire, Jean m'a apporté encore en plus un besoin de toujours remettre les choses, ce côté d'un peu, je dis un mot pas très joli, mais de ruminer les choses, parce que c'est un peu ce que nous faisons toute la journée, de passer une journée avec seulement 20 notes de musique pour en essayant, qu'est-ce que c'est? Il faut être un peu obsessionnel. Et je crois d'ailleurs que, sans honte de le dire, je crois qu'il y a un côté obsessionnel chez un musicien. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Même on pourrait dire masochiste, puisqu'on souffre, on a le trac, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais besoin de encore me dire que je vais oser jouer une œuvre si difficile devant des gens la première chose qu'ils vont vouloir faire, c'est me critiquer. Ben, c'est comme ça. Alors, mais on est aussi très aguerri. Et je me rappelle aussi Jean comme quelqu'un de très fort. Fort, pas au sens... Bon, c'était un homme très vigoureux aussi, mais il avait une force intérieure immense. Et je me rappelle, quand il est venu, je l'oublierai jamais, quand il est venu, on se connaissait déjà très bien, aux obsèques de mon père. Il a trouvé en 2-3 mots, évidemment ça me touchait beaucoup parce que c'était lui. S'il y avait quelqu'un d'autre moins important dans ma vie qui me disait, ça m'aurait pas touché de la même manière. Mais je veux dire que ce que m'a dit Jean, la manière dont il accompagnait les gens, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui disent ça de lui. Il accompagne chacun dans son propre chemin. Donc voilà, c'est ça que je peux dire, ce qu'il a porté, ce qu'il m'a fait découvrir en plus de ce que j'avais déjà un peu quand même. Monsieur Fassina était passionné par l'enseignement. Oui. Qu'est-ce que l'enseignement pour vous? C'est vraiment une question prioritaire, je dirais, pour tout musicien, et je ne peux pas comprendre aujourd'hui, j'y réfléchis souvent, que des artistes aussi exceptionnels que, par exemple, je cite Martha Argerich, c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. On ne peut pas ne pas adorer Martha Argerich. C'est un génie du piano, mais pas seulement, c'est une lumière de la musique. Mais quand je sais, je ne la connais pas personnellement, mais je sais qu'elle n'aime pas enseigner. On me l'a dit et elle l'a montré, parce qu'il paraît qu'on m'a raconté, j'ai des amis qui la connaissent très bien, qui m'ont parlé d'exaspération qu'elle avait devant un élève qui ne jouait pas comme elle voulait, elle quittait l'endroit subitement, elle cherchait pas du tout à l'aider. Pour moi, c'est une chose que je ne comprends pas. Je trouve que l'enseignement est lié parce que c'est le don de soi. La musique se transmet. De même que on ne peut pas seulement enseigner, si on est professeur de piano, il ne faut pas se dire je vais recevoir seulement mes élèves. Il faut aussi écouter les autres, aller au concert, connaître, parce qu'on ne transmet pas que sur les, je ne sais pas combien, 84 touches blanches et noires d'un clavier. Tout ne se fait pas que là. Tout se fait partout. Évidemment, on se retrouve après devant le piano. Mais l'enseignement, quand je pense à Jean comme pédagogue, il était tout. C'est-à-dire, il avait sa culture, il avait ses émotions, il avait cette connaissance de la vie. Il avait aussi un peu cette connaissance des autres. Je crois qu'il avait un sens de psychologue très développé. Alors, évidemment, il était passionné par l'enseignement. Je crois qu'il était passionné de donner ce qu'il avait et surtout de faire un chemin avec son élève. C'était pas seulement le côté professeur-élève. Voilà, moi je sais et je t'apprends. C'est pas ça. C'est de cheminer avec. D'ailleurs, moi-même, j'ai souvent fait l'expérience que mes propres élèves m'ont beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de mes élèves. Et j'ai retrouvé des choses. Et il m'est arrivé, et Jean le disait souvent de ça, qu'il
il était un peu façonné par la connaissance qu'il avait, ces expériences humaines qu'il avait pu avoir avec ses élèves. Et d'ailleurs, il avait des rapports amicaux avec ses élèves. En tout cas, moi, je fais partie de ces heureux élus, je pourrais dire, parce qu'il a tout de suite, on parlait de plein de choses. Il me parlait même par rapport à l'actualité, et c'était toujours quand même dans le souci de mieux se connaître. Et voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'enseignement? Enseigner, c'est évidemment, c'est donner. Évidemment, par l'âge aussi, par les expériences, on peut donner à l'élève des choses que l'élève n'a pas, lui, encore découvertes. Même si, quelquefois, on fait la découverte inverse, parce qu'il m'est arrivé d'avoir de tout à coup me dire « Tiens, toi, tu sais ça », à un jeune ou une jeune qui m'a fait découvrir quelque chose qui était nouveau pour moi. Donc, ça marche dans tous les sens. Mais je crois que l'enseignement, c'est un cheminement que vous pouvez faire avec quelqu'un que vous avez choisi, évidemment. Évidemment, il faut garder l'ordre, le cadre de l'enseignement, c'est-à-dire c'est une leçon, vous devez respecter celui qui vous enseigne. C'est pas n'importe quoi, c'est pas fait d'une manière totalement empirique. Il faut, je crois beaucoup d'ailleurs à une sorte dans les relations, un peu d'ailleurs avec les enfants et les parents. Je crois qu'il faut un certain ordre, un certain respect. On peut pas faire n'importe quoi et n'importe comment. Mais après, il y a une complicité qui s'établit. Parce que aussi une reconnaissance, une très grande gratitude, évidemment, mais je pense que Jean adorait l'enseignement pour ces raisons-là. Et pas seulement parce qu'il avait la chance et le privilège lui-même de transmettre quelque chose de merveilleux, qui est la musique. Mais je crois que l'expérience humaine et l'accompagnement de chaque élève était pour lui quelque chose de primordial. Et M. Fassina passait beaucoup de temps à écrire les doigtés pour chaque élève. Les doigtés, on peut dire que c'était un des piliers très importants pour son enseignement. D'après vous, quelle importance cela avait-il pour lui? Écoutez, je vais vous dire, je crois qu'il avait raison. S'il le faisait, ça veut dire que c'était très important pour lui. Autrement, il ne l'aurait pas fait. Mais je vais vous dire pourquoi il a raison et je fais moi-même. Je dis toujours à mes élèves, mais voulez-vous, s'il vous plaît, marquer vos doigtés? Et c'est très facile à expliquer. D'abord, le fait d'écrire un doigté, vous en prenez conscience. Et après, il faut surtout pas jouer par cœur quand on n'a pas vraiment approfondi complètement une partition. Moi, je dis toujours à mes élèves, la mémoire, c'est pas... Il y a des élèves qui disent « Ah, j'essaierai demain d'apprendre cette demi-page, et si tout va bien à la fin... » Mais c'est pas ça, la mémoire. La mémoire, c'est que, à force de répéter, de rabâcher, de ruminer, pour dire le mot qui vous faisait sourire tout à l'heure, que j'ai employé, mais je crois que c'est ça, je crois qu'il y a un moment donné où vous êtes tellement imprégné de ce travail, de ces répétitions, que la mémoire vient, c'est-à-dire que vous êtes un peu identifié à ce que vous jouez, et vous arrivez à le jouer de mémoire, c'est-à-dire le jouer par cœur. La répétition n'est pas quelque chose de péjoratif. Et il y a un chef d'orchestre que j'admire plus que tous les autres, qui est Sergiu Celibidache, qui était le roumain. Mais il y a des chefs d'orchestre merveilleux dans le monde entier. Je dois dire, j'ai une passion pour l'art de diriger. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire moi-même. Mais Celibidache disait que quand on ne répète jamais de la même manière. Parce que c'est un peu comme des strates différentes et on va répéter par rapport à la fois qu'on répétait avant. C'est un peu comme la mémoire, on répète de mieux en mieux. C'est pas une routine, la répétition. Donc, je crois que le fait de répéter et le fait d'avoir des doigtés marqués sur les partitions, d'abord, ça va aiguiser votre mémoire visuelle. Parce que la mémoire visuelle existe. À force de travailler une partition où vous avez, par exemple, je dis une chose un peu bête, mais c'est vrai, le thème d'une sonate qui commence à la page de gauche en haut, et vous avez tel passage en bas à droite de la page de droite, c'est quelque chose qui entre dans votre cerveau, il n'y a pas d'histoire. Et quelquefois, on dit que ça fait du bien au cerveau de changer d'édition et peut-être après que les choses soient présentées d'une autre manière. Mais il y a cette mémoire visuelle. Mais plus que tout, et c'est là où je crois que Jean avait totalement raison, il y a la mémoire digitale, la mémoire tactile. Et qu'est-ce que c'est un doigté? Un doigté, il y a beaucoup de doigtés possibles.
Parce que le doigté doit vous rendre la chose la plus facile d'après la forme de votre main. Tout le monde n'a pas la même main. La main de Jean Fassina n'était pas la même main qu'un autre grand artiste. Donc, il n'obligeait pas, mais il proposait certains doigtés qu'il jugeait aller non seulement par rapport à la forme de la main que vous aviez, mais aussi par rapport à rendre facile un phrasé. Et je l'ai vu même quelquefois pour chanter mettre des doigtés pas du tout logiques, de chanter sur un 4e doigt par exemple, qui pourrait être considéré comme un doigt faible, ou alors de faire tout à coup un croisement, parce que ça sonnait, il voulait que ça sonne toujours. Donc le doigté dépend de la sonorité que vous voulez, de la forme de votre main, de ce que vous voulez faire par rapport au phrasé. Le phrasé, c'est la succession des sonorités. Donc le doigté, d'un doigté à l'autre, c'est très important. Mais il faut aussi, le fait de l'écrire, se le remémorer. Et quand vous l'avez écrit, et c'est ce qu'il faisait, vous êtes sûr de le réutiliser les jours après. Et le doigté finit par faire partie de vous-même. C'est un peu comme une direction que vous prenez et après, ça aide la mémoire, justement. Et je vois beaucoup d'élèves qui n'écrivent pas leur doigté. Alors un jour on met un 2, un jour on met... Peut-être que, bon, vous allez me dire, l'improvisation, c'est aussi une chose très belle dans la musique. Mais je crois, c'est intéressant votre question, parce que justement, le doigté, c'est un peu le contraire de l'improvisation. Puisque si vous improvisez, ça sous-entend que vous jouez ce qui vous vient, et donc il n'y a pas de doigté préparé. Mais je crois que j'ai des amis improvisateurs, et j'admire... Moi, je n'improvise très mal. Je ne suis pas capable d'improviser. Ça ne fait pas partie non plus de ma personnalité. Mais j'admire beaucoup ceux qui sont capables, tout à coup, de se mettre devant un piano et de vous jouer des choses très belles, souvent. Et là, les doigtés viennent au moment où ils arrivent. Il y a rien de préparé. Mais je crois que on ne peut pas improviser dans le grand répertoire de la musique classique. Et justement, si un Jean Fassina était capable de passer 1 heure sur une ligne de Mozart ou de Beethoven ou de Brahms pour trouver vraiment l'idéal de sonorité, de phrasé, de direction, c'était quelque chose qui devait être préparé. On ne peut pas préparer à 100%, parce que aussi on peut avoir une crise cardiaque et s'arrêter net. Hein, rien n'est prévisible. Total, le risque zéro n'existe pas. Mais on peut prendre le moins de risques possible, prévoir, et donc le doigté faisait partie de ses prévisions. Il savait par exemple en partant dans une phrase de Chopin de telle manière et d'évoluant avec les doigts, donc suivre tel doigté, c'était une des bonnes conditions pour être sûr de pouvoir chanter, parce que le chant est évidemment ce qui est le plus important, et de pouvoir phraser au maximum, c'est-à-dire d'avoir une ligne la plus parfaite possible et la plus facile possible. Il y a une chose aussi qui m'intéresse beaucoup dans la vie, je l'ai pratiqué plus maintenant, mais je l'ai pratiqué pendant quelques années, c'était la technique Alexander. Et il y a aussi une autre chose qui m'a intéressé, qui s'appelle la technique Feldenkrais. Ce sont des techniques corporelles, mais qui vous montrent que, je sais qu'au Japon, par exemple, on fait beaucoup ça. Et je crois que maintenant au Conservatoire de Paris, il y a une classe de technique Alexander, parce que c'est une chose qui vous montre que même dans la vie de tous les jours, on n'utilise pas forcément le geste le plus simple pour faire quelque chose qui doit être jugé agréable et pas douloureux et facile. Et on prend connaissance de son corps, on comprend qu'on peut faire... On peut bouger ou on peut aller prendre un objet d'une manière plus économe et plus facile, peut-être plus harmonieuse aussi, que ce qu'on fait avec la nervosité, avec l'inquiétude, etc. Et je crois que les doigtés s'inscrivent un peu là-dedans. C'est-à-dire, le doigté doit toujours donner l'impression de quelque chose de facile. Alors, pour être tout à fait complet, enfin, le plus complet possible sur cette question des doigtés, il y a ce qu'on appelle les arrangements. Il en faisait. Je me rappelle qu'il m'en a donné certains qui étaient magnifiques. De prendre avec une main une note de l'autre main parce que c'est plus facile, sur un plan purement digital. Mais, et ça je me souviens très bien, il le disait beaucoup,
jamais un arrangement doit gêner le fil de la musique ou le fil du phrasé. C'est-à-dire qu'il donnait toujours priorité au phrasé ou à la sonorité plutôt qu'à une facilité d'ordre technique ou mécanique, je dirais même. Alors par exemple, de prendre, si vous aviez un trait à la main droite, de prendre, difficile, même avec un bon doigté, et de prendre une des notes de la main gauche, il le faisait à condition que le fait de prendre, là je donne un exemple parmi d'autres, le fait de prendre cette note de la main droite avec la main gauche ne risque pas de donner un accent qui aurait dérangé le flux naturel du phrasé de la main droite. Donc il était pour certains arrangements, mais avec beaucoup de parcimonie, et quelquefois il disait que c'était mieux de faire sentir la difficulté, de jouer le trait, même avec un bon doigté, mais tel qu'il était, même si c'était difficile, parce que la difficulté faisait partie de l'expression musicale. Et ça aussi, c'est une chose qu'il m'a fait montrer et qui m'a donné beaucoup à réfléchir, c'est je crois que il ne faut pas que tout soit trop facile. Je crois que d'abord l'œuvre est une sorte, on peut dire, d'accouchement. Enfin, on sort quelque chose de soi-même qui doit être le plus pénétrant, le plus sincère. C'est un mot que j'aurais dû employer depuis longtemps, parce que je crois que la sincérité est ce qui le caractérisait le plus. Et cette sincérité fait qu'on doit montrer que, par exemple, si le compositeur a ressenti une émotion douloureuse, on ne peut pas jouer facilement ou d'une manière trop fluide quelque chose qui a été un tel effort. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime tellement Beethoven, puisque dans Beethoven on sent toujours cette, même s'il y a un grand bonheur, une tension pour y arriver. Une tension, je veux dire, d'ordre émotionnel, pas une tension physique. Mais la tension émotionnelle existe, et aujourd'hui on est souvent, on entend des interprétations très bien jouées, mais où il n'y a pas cette tension. Et quand on entend, on peut très bien imaginer que la musique est quelque chose, c'est un reflet, c'est ce qu'on joue, ce qu'on exprime dans la musique, c'est ce qu'on exprime au plus profond de soi-même. Donc il n'y a pas que des choses agréables. Il peut aussi y avoir des choses difficiles ou des choses même conflictuelles. Je pense par exemple je sais pas, je prends un exemple, mais on peut pas imaginer la sonate funèbre de Chopin sans conflit et sans lutte même. Beethoven évidemment avant tout. Bon, le rêve, je me rappelle que Schumann, j'ai eu des discussions sur Schumann avec Jean, où il parlait tellement de ce côté immatériel du rêve. Je me souviens aussi, il y avait une phrase qui m'avait beaucoup marqué dans son livre, La lettre à un jeune pianiste. Il disait, s'il devait faire un parallèle évoquer ce que lui rappelle une belle sonorité au piano, je crois qu'il a dit à un moment, mais pas avec ces mots-là, il pensait à la lumière de la lune. Il y a une phrase dans ce livre, je ne me rappelle pas où, j'aurais dû le regarder avant de parler avec vous, où il parle de la lumière de la lune comme un reflet à la fois très doux, peut-être un peu mystérieux, lumineux, mais pas comme un trop violent, et comme une sorte de reflet. Il disait que ça lui évoquait des sonorités magnifiques, notamment évidemment dans la musique impressionniste, où il excellait. Il avait un sens je me rappelle, j'ai travaillé des Debussy avec lui, il avait un sens de la sonorité incroyable. Et aussi les plans sonores, il parlait beaucoup des plans sonores du côté orchestral des choses, c'est-à-dire d'imaginer souvent des différents instruments, et pas seulement les instruments en eux-mêmes, mais les rapports. C'est ce que disait aussi Sylvie Bidac, les rapports des sonorités, l'espace qui était créé entre la sonorité, par exemple, d'un basson en bas et une flûte qui chantait en haut. Et ça, surtout dans la musique impressionniste, il en parlait beaucoup. Mais par exemple, pour revenir à cette question des doigtés, dans la musique polyphonique, on ne peut pas imaginer ne pas écrire les doigtés, parce que c'est très compliqué de jouer 2 ou 3 voix, même quelquefois avec une seule main.
Et comment voulez le faire si on ne veut pas... Il y a un apprentissage obligatoire de plusieurs mois, voire des années de jouer avec le même doigté. Un peu comme quelqu'un qui passe sur son chemin ou sur un champ qu'il veut cultiver tous les jours de la même manière. C'est presque un rituel. J'aime bien le mot rituel dans la musique, parce que je trouve que le rituel n'est pas une répétition. Le rituel touche un peu au sacré aussi, côté religieux, au côté du devoir à accomplir et qu'il faut faire, même si quelquefois ça ne vient pas, mais on sait qu'on l'a fait. Alors le travail d'un pianiste tel que l'enseignait Jean, je crois que c'est un peu sous cette forme-là aussi. Bon, pour finir cette interview passionnante, la dernière question, quels sont les souvenirs les plus marquants que vous avez de lui? Oui, écoutez, il y en a beaucoup. Et puis, je pense à lui tous les jours, comme à tous les gens que j'ai beaucoup aimés. J'ai eu la chance dans ma vie de faire des rencontres merveilleuses, et Jean, évidemment, en fait partie. Je lui voue une grande gratitude, parce que il m'a appris plein de choses. Il m'a fait découvrir à moi-même, comme vous l'avez dit si justement. Mais alors des souvenirs, il y en a eu quand il était venu dans les Pyrénées à ce stage que j'avais organisé. Là, évidemment, on a eu des souvenirs sur le plan amical merveilleux. Le souvenir que je vous racontais plus tôt, quand il m'a accompagné au moment de la mort de mon père, qui était pour moi un drame, évidemment, comme pour chacun. Il était là avec là, tout simplement, sa présence et 2-3 mots fait que c'était important pour moi, qu'il a dit. Mais je crois que si on se rappelle seulement de quelques petits souvenirs anecdotiques comme des points, enfin je veux dire, ça n'est pas suffisant pour parler de quelqu'un comme lui, parce que il n'était pas ponctuel, je veux dire, il n'était pas anecdotique, il était tout le temps partout. Il était une présence. Alors, chaque moment que j'avais la chance de le rencontrer, évidemment, on a dîné ensemble. Je sais qu'il aimait beaucoup les bons restaurants. Un jour, il m'a invité dans un restaurant, il y avait des vins fabuleux, on était très heureux. Après, je l'ai invité moi, on aimait aussi beaucoup sortir, ça nous est arrivé. Quelquefois, c'était avec Marianne Ribitsky. Et on passait des moments magnifiques, où il y avait aussi beaucoup d'humour, parce qu'il était capable d'avoir aussi beaucoup d'humour. Il était toujours de très bonne humeur, d'ailleurs. C'est ça que j'aimais chez lui aussi beaucoup. C'est qu'il il n'était pas le professeur désagréable ou seulement exigeant. Exigeant, il l'était, évidemment. Mais il était toujours très positif et de bonne humeur. Il avait un sourire... Il avait une telle gentillesse, toute simple. Et voilà, c'est quelqu'un d'inoubliable, ça c'est sûr. Et je sais que je ne suis pas le seul à le dire. Tous ses élèves l'adorent et ils le méritent, parce que je crois que je vais même plus loin. Je pense que le projet qui est le vôtre de faire cette école, c'est quelque chose de merveilleux, mais aussi de très normal pour quelqu'un comme lui. Parce que en France, il faut que la personnalité de cette lumière qu'il a été pour nous tous soit connue, soit perpétuée le plus possible. Il n'y a pas assez de choses. Vous savez, il faut toujours se remuer pour aller parler d'un tel, mais vous vous rendez pas compte, vous savez que, et les gens il y a tellement, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'indifférence, je trouve. Pas seulement dans le domaine de la musique, mais les gens perdent leur enthousiasme. Il faut dire qu'il y a, surtout en ce moment, des tels problèmes à l'échelle humanitaire, surtout. Mais même avant, c'était déjà un peu comme ça. Et je crois que c'est à mon tour de vous féliciter, et aussi tous vos collègues et amis qui allaient faire cette école, pour ce projet, parce que je crois que c'est naturel qu'il ait lieu, et j'espère qu'il aura un très grand succès, parce que il faut que les jeunes connaissent des exemples tels qu'il l'a été. Et là, justement, les gens oublient vite. Et il faut faire attention. C'est à nous de transmettre, coûte que coûte,
La chance que nous avons eue, évidemment, de les connaître réellement. Mais quelqu'un n'est pas disparu. Il n'est plus là, c'est évidemment terrible. Mais je crois que tout l'enseignement, c'est une sorte d'héritage extraordinaire pour les jeunes. Tout l'enseignement lié évidemment à l'art du piano qu'il a pu transmettre à tous ces jeunes musiciens qui ont été ses élèves, c'est quelque chose de vraiment irremplaçable. Alors je souhaite un très grand succès à votre école, Jean Fassina. Je vous remercie infiniment pour cette interview passionnante et très très inspirante. Et je vous remercie d'être venu jusqu'à nous dans ce contexte un peu particulier, en 2021. Merci à vous.